l'Afrique intertropicale, pour tout le Méditerranéen, l'Asie, notamment le sous-continent indien, etc. Et puis bon, je ne vous parle pas de Afro-Américains, Caraïbes, Antilles, mais voilà, donc finalement ça fait beaucoup de personnes qui rentrent dans cette liste-là. Ces bébés-là bénéficient d'un dépistage de la drépanocytose et quand ils sont hétérozygotes, les parents ont une information où on leur propose de venir se faire dépister chez nous pour pouvoir savoir s'il y a un seul parent ou bien est-ce que c'est deux parents qui sont porteurs, parce qu'auquel cas on est face à un couple à risque pour une prochaine grossesse d'avoir un bébé malade. Mais ça, tout ça, ça reste très théorique. Et ça, c'est parce qu'en fait, ma diapo est à l'envers. C'était juste pour reprendre vraiment très rapidement le trépied symptomatique, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Vraiment, ce qui est important à retenir, c'est drépanocytose égale douleur, anémie et petite fragilité aux infections. Et voilà, donc moi, je vais m'arrêter là pour justement vous permettre de poser des questions et en espérant que vraiment ça vous a apporté au niveau, enfin, qu'au moins, grâce à cette toute petite intervention, vous savez que maintenant, quand on est AS, eh ben, on n'est pas malade. Et je crois que ça, c'est un message vraiment important à véhiculer, parce que pour beaucoup de personnes, dans leur esprit, le fait d'être porteur sain, ben, ils ont les symptômes de la maladie. Et nous, on essaie vraiment de beaucoup travailler sur ça, parce que vraiment, il y a des choses à travailler à ce niveau. Voilà, en vous remerciant de votre attention. Voilà, merci beaucoup, Dr Diakhaté et professeur Giraud. Nous sommes très contents de votre présentation et nous laissons la parole à l'Assemblée pour des questions. En fait, comme vous l'aurez remarqué, la partie traitement n'a pas été évoquée. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, donc ils seront peut-être disposés à vous répondre. Voilà. Oui, merci. Quitte à nous répéter, mais vous savez comme moi que l'information c'est la répétition, je voulais dire la chose suivante. Comment peut-on savoir si l'hémoglobine dont nous sommes porteurs est AA, AS, SS ou d'autres types d'hémoglobine? Eh bien, c'est un test qui est très facile à faire, qui s'appelle étude de l'hémoglobine, ou, si certains d'entre eux ont déjà eu cet examen, on l'appelle aussi électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, c'est un examen qui est très facile à faire, que tous les médecins peuvent prescrire et que tous les laboratoires d'analyse médicale peuvent faire. Si vous promenez dans la ville au sens large du terme, laboratoire d'analyse médicale, eh bien, on va tous se faire des numérations, des examens de sérologie, etc. Eh bien, tous les laboratoires sont capables de faire cette étude de l'hémoglobine, cette électrophorèse de l'hémoglobine, et qui permettra d'être informé pour savoir si on est AA, ou si on est AS, ou si on est SS. Mais habituellement, SS, c'est un malade, et on sait qu'on est drépanocytaire SS dans sa première année de vie, parce que c'est une maladie assez sérieuse, pour qu'elle est même très sérieuse et qui va toujours s'exprimer dans la première année de vie. Donc, l'examen à faire pour savoir si on est concerné par la maladie, par la drépanocytose, disons, c'est faire une étude d'hémoglobine. Il faut bien différencier les gens à maladie, mais je le répète, les gens AS, porteurs, parfaitement bien portants, des malades SS qui ont reçu SCS de leurs parents. Alors je reviens sur cette affaire. Qu'est-ce qui fait que dans notre sang, on peut être AS ou on peut être AA? Eh bien, c'est que les hémoglobines, ça se transmet dans les familles. Nous avons reçu, chacun d'entre nous, une moitié d'hémoglobine de notre père, une moitié d'hémoglobine de notre mère. Quand c'est la même hémoglobine, A et A, on dit qu'on est AA et on ne retrouve K quand on fait une étude d'hémoglobine. Mais quand on a reçu A d'un de ses parents et S de l'autre, on dit qu'on est AS. Et quand on est AS, le jour où on a un enfant, on va donner une moitié de soi. Donc quelqu'un qui est AS va donner à son enfant
A ou S. On ne donne pas chacun la moitié de A, la moitié de S, pas du tout. C'est le tout ou rien. Une personne à S donne A ou S. C'est la première, voilà, c'est ça, vous voyez. Donc, quand on est à S, on va donner une moitié de soi, on va donner à OS. Et si les deux parents sont à S, eh bien, chacun, et c'est le hasard, c'est la loi du hasard qui s'applique, donc un enfant peut recevoir A et A, bien, mais il peut recevoir aussi A de l'un, S de l'autre, et il peut recevoir aussi S des deux parents. C'est pour ça que quand on est à S, il y a une excellente nouvelle, on est bien portant, mais, et ça c'est une nouvelle sérieuse, je ne dis pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle dont il faut prendre conscience, c'est que toute personne à S est susceptible de donner naissance à un enfant SS si son conjoint est lui-même porteur de la même anomalie. Alors, c'est important de le savoir parce que, et je terminerai là-dessus avant de vous donner la parole, la drépanocytose est la seule maladie génétique où l'on puisse détecter facilement par un test que font tous les laboratoires les porteurs par rapport à ceux qui ne le sont pas. C'est pas vrai pour toutes les autres maladies, mucoviscidose, myopathie, hémophilie, toutes les maladies dont vous avez entendu parler. Il faut faire des tests génétiques très compliqués et qu'il est impossible, pour détecter les porteurs, et qu'il est impossible de faire aussi simplement que la drépanocytose. Donc nous avons une chance de ce point de vue-là, c'est que nous pouvons détecter très facilement les porteurs AS avec un test très simple à faire et que tous les laboratoires, tous les médecins peuvent le prescrire et tous les laboratoires peuvent le faire. De ce point de vue-là, c'est une particularité de la drépanocytose et qui n'existe pas pour les autres maladies génétiques. Mais donc, le fait d'apprendre qu'on est AS, il y a un double versant, un versant je ne suis pas malade, et attention, le jour où j'ai un enfant, avec qui, en termes d'hémoglobine, est-ce que je peux donner naissance à un enfant malade? Donc c'est pas neutre d'apprendre qu'on est AS, c'est quelque chose d'effectivement qui est extrêmement important, parce que dès qu'on vous dit AS, c'est tout de suite le choix du conjoint et les enfants. Donc on touche à quelque chose, vous êtes d'accord avec moi, qui est extrêmement important. Quoi de plus important dans la vie que le conjoint et les enfants? Il y a peut-être des choses plus importantes, mais enfin on est dans les choses qui ne sont pas neutres, vous êtes d'accord avec moi? C'est toujours la difficulté, le dialogue est toujours difficile à se regarder, puis ensuite on n'a jamais assez de temps, parce qu'il y a toujours tellement de questions qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc je vais poser une question à l'Assemblée. Quels sont parmi vous ceux qui savaient ce qu'était la drépanocytose, maladie d'hémoglobine, et la façon dont ça se transmettait? Je ne demande pas à dire que si on est AS, ça ne me regarde pas, c'est le secret de chacun d'entre nous. Hein. Mais est-ce que dans l'Assemblée, tout le monde savait que ça concernait l'hémoglobine, et d'une part, et deuxièmement, que ça se transmettait dans les familles? Il y a une personne simplement qui le savait, deux, ah bon, très bien, parfait, 4, ah parfait, très bien, ça me rassure. Donc, mais il y a un certain nombre de personnes qui ne le savaient pas, donc on n'a pas perdu notre temps à ça. Hein, ce soir, il y a des gens qui savent, mais tiens, si je suis concerné par une opération, il faut que j'aille me faire faire une étude de l'hémoglobine. C'est l'objectif, hein, vous avez bien compris. Hein. Si vous êtes intéressé, si vous n'êtes pas intéressé, d'ailleurs, vous ne seriez pas là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà la première question. Oui, vous vous présentez d'abord et puis vous posez votre question. Je m'appelle Jean-Marie Missigna. Docteur, ma question est de savoir pourquoi cette maladie est, je dirais, très particulière en Afrique. Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, je me souviens encore à mon jeune âge, on nous disait, si vous êtes atteint de SES, vous ne passerez pas l'âge de 12 ans. Donc, l'âge des amis à l'époque était limité à 12 ans. Est-ce que c'est toujours le cas? Merci. Vous m'avez posé deux questions. Et il va me falloir quelques instants pour répondre aussi correctement que possible aux deux questions. La première question est, pourquoi la maladie drépanocytaire intéresse-t-elle surtout et de façon prépondérante le continent africain, la zone dite intertropicale? Entre parenthèses, oui.
sous le Zambèze, par exemple en Afrique du Sud, les populations zoulou, par exemple, sont pas drépanocytaires. Alors pourquoi cette zone? Eh bien, c'est pour la raison suivante, c'est que qu'est-ce que c'est que cette hémoglobine S par rapport à l'hémoglobine A? C'est ce qu'on appelle une mutation. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, les gènes dont nous sommes porteurs peuvent subir des mutations. Et lorsque cette mutation survient, eh bien, elle peut soit apporter un avantage par rapport à ceux qui n'ont pas cette mutation, soit apporter un désavantage. Et il se trouve que le fait d'être AS, donc on n'est pas malade, on est porteur, eh bien le fait d'être AS, sans entrer dans les détails, protège contre le paludisme grave. On parle d'Afrique intertropicale, vous savez que une maladie extrêmement grave, c'est le paludisme, la malaria, et qui est tellement grave que beaucoup d'enfants meurent de malaria, mourraient et continuent à mourir de malaria. C'est une maladie extrêmement grave chez le petit enfant. Et bien il se trouve que lorsque, dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, la mutation drépanocytaire est arrivée dans la zone africaine, ceux qui ont été porteurs de cette mutation, pour la première fois, puis qui ensuite l'ont transmis à leurs descendants, eh bien ceux-là étaient protégés contre les formes graves de paludisme qui représentaient la première cause de mortalité chez l'enfant. Ce qui signifie que, aussi paradoxal que ce soit, le fait d'être porteur AS confère une protection relative à l'égard du paludisme, mais pas totale. En d'autres termes, vous êtes AS, vous retournez dans un pays où il y a du paludisme, vous prenez des médicaments et vous appliquez les règles que l'on doit appliquer pour lutter contre le paludisme. Parce que vous pouvez quand même faire une forme grave de paludisme. En d'autres termes, les neuropalus, les palus qui font mourir les enfants, font mourir les enfants AA, mais aussi peuvent faire mourir les enfants S, mais moins. Donc c'est pour ça que ça s'est passé il y a des millénaires, peut-être des centaines de milliers d'années, il y a extrêmement longtemps. Quand la mutation survient dans un pays où il y a le palu, eh bien, il y a une protection relative de ceux qui sont AS. Donc, dans une population donnée, génération après génération, les AS mourront moins que les A. C'est comme ça qu'on explique effectivement qu'en Afrique, où il y avait beaucoup de paludisme, l'hémoglobine S s'est répandue. Alors, il se trouve qu'en Asie, par exemple, l'Asie, quand on va vers l'Est, ça commence aux Indes, et puis c'est toute la Thaïlande, y compris la Chine, ça fait quelques milliards de personnes. Il n'y a pas d'hémoglobine S, il y a une autre hémoglobine qui s'appelle l'hémoglobine E. Et bien l'hémoglobine E, en Asie, c'est aussi propagé de la même façon que l'hémoglobine S s'est propagée en Afrique, parce qu'il y a du palu aussi dans la zone intertropicale en Asie. Et donc, la propagation de l'hémoglobine E en Asie a subi les mêmes propagations que l'hémoglobine S en Afrique. C'est à cause du paludisme. Alors, le mystère, c'est que pourquoi l'hémoglobine E n'est-elle pas survenue en Afrique et l'hémoglobine S n'est-elle pas apparue en Asie? Ça, on ne sait pas. Vous savez que dans notre monde, on découvre des choses tous les jours, donc ça, c'est une chose qu'on ne sait pas beaucoup, on ne sait pas. Mais voilà l'explication qu'on peut donner, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il y a des siècles, peut-être de très nombreux siècles, des centaines de siècles, eh bien, quand la mutation est apparue, elle est apparue dans un terrain qui était favorable à ceux qui étaient porteurs de la drépanocytose à cause du palu, donc c'est pour ça qu'il y avait des AS. Deuxième, vous posez des questions et je suis bavard, hein, donc ça, vous en subissez les conséquences. La deuxième question, c'est... et vous avez tout à fait raison. Il y a des dizaines d'années que je m'intéresse à cette maladie drépanocytaire et qui, alors, je parle de Paris, moi, mon milieu de travail, c'est Paris, région parisienne, où les populations atteintes de drépanocytose, c'était les Antillais, les Africains. Et les Antilles, c'était différent, mais chaque fois que je parlais de drépanocytose à une famille africaine, et j'avais cette réponse ou cette réaction spontanée qui m'a beaucoup frappé. Ah, ça veut dire que mon enfant ne dépassera pas 7 ans, ou 14 ans, ou 18 ans, ou 17 ans. Et ça m'avait beaucoup heurté. Et c'est là, effectivement, que j'ai appris que la maladie drépanocytaire était plus grave dans certaines régions que dans d'autres.
mais elle n'est pas plus grave parce qu'elle est en soi plus grave, c'est tout simplement la chose suivante. Vous avez entendu à ça, vous parlez de 3 complications de la maladie drépanocytaire. La douleur, l'anémie et l'infection. Et en fait, ce sont, pour ceux qui ont des enfants drépanocytaires ou qui sont drépanocytaires dans la salle, c'est possible, ce sont des symptômes que l'on peut traiter très efficacement d'une condition, c'est d'avoir accès immédiatement ou très rapidement aux soins. Et donc, quand vous vivez dans une région, un pays, une ville où vous avez accès aux soins immédiatement, eh bien, on ne prend pas avec retard toutes ces complications, et des complications qui font, hélas, qui se terminent très mal et de façon dramatique, comme vous l'avez indiqué, dans les régions ou dans les pays où il n'y a pas accès aux soins immédiatement, ça ne se voit pas dans les pays et les régions où, chaque fois qu'il y a un symptôme que l'on apprend aux parents, on se précipite aux urgences, où les gens étant formés, on va traiter immédiatement et on n'aura pas les issues fatales que l'on observe dans les pays où il n'y a pas accès aux soins. En d'autres termes, la maladie n'est pas plus grave en Afrique qu'elle n'est à Paris, par exemple, ou à Washington, ou à Londres, ou en Grèce, dont on parle aujourd'hui. Simplement, si on a accès aux soins, ça se terminera bien. Si on n'a pas accès aux soins, ça se terminera mal. Ce qui ne fait, qu'on ne fasse pas dire, ce que je n'ai pas dit, ce qui n'en fait pas quand même une maladie terrible. Ce qui n'en fait pas une maladie terrible. Ce n'est pas parce qu'on a accès aux soins, donc on peut traiter les patients, que les patients ne subissent pas les conséquences de la maladie. Comme nous le disions avec une personne tout à l'heure, aujourd'hui nous ne savons pas guérir la drépanocytose, mais on sait la soigner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patients suivis à Paris, enfants et adultes, moi je travaille à l'hôpital Tenon où nous suivons 1000 adultes drépanocytaires, 1000, pas 2 ou 3, 1000 adultes drépanocytaires. Mes collègues de Créteil travaillent, nous en suivent 2 fois plus de 1000, donc il y a des milliers de patients, mais l'événement tragique dont vous parlez, l'événement fatal, est un événement qui devient exceptionnel. Il y a des années entières où nous n'avons pas de décès dans les services où on suit des adultes, et les enfants c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'effectivement, cette maladie qui est terrible quand il n'y a pas accès aux soins, reste toujours redoutable et très grave quand on a accès aux soins, mais on n'a pas les issues fatales quand on peut soigner rapidement. J'ai répondu à peu près à votre question. Merci beaucoup, professeur. Je pense que ça a été très clair. Aujourd'hui, avec l'évolution et les efforts faits par la recherche clinique et la prise en charge de ces patients, effectivement, on a prolongé la mortalité ou surtout l'espérance de vie de patients drépanocytaires. Et surtout dans des pays industrialisés où l'accès aux soins est pris en charge par l'État avec la sécurité sociale comme en France. Et donc aujourd'hui, vous trouverez beaucoup d'adultes drépanocytaires qui sont traités et qui ont un traitement préventif et qui évoluent normalement et qui font moins de crises. Puisqu'en fait, il faut savoir que cette maladie, cliniquement, se déclare par trois signes cliniques, généralement, de 3 entités. Vous avez d'abord des crises vaso-occlusives, qui sont des crises douloureuses, et ensuite vous avez l'anémie, et enfin, on a les infections. Alors, les crises douloureuses sont prises en charge, effectivement, ici, en passant par les urgences et tout ça. Les urgentistes savent très bien comment prendre en charge ces patients qui viennent avec des douleurs intenses, et ils sont bien pris en charge par toutes les molécules antalgiques que nous avons jusqu'à la morphine. Alors, c'est vrai que moi, j'ai travaillé en Afrique en tant que médecin, et c'était très difficile puisqu'on n'a pas toutes les molécules. On n'a pas la morphine à la disposition du médecin, et le malade souffre sérieusement. Et par rapport à l'anémie, effectivement, ici, on détermine l'hémoglobine, on détermine l'hémoglobine des bases. On sait que tel malade a 8 grammes d'hémoglobine des bases. Mais s'il descend à 6
de syndrome d'hémoglobine, on procède par une transfusion. Mais cela n'est pas le cas en Afrique. On ne détermine pas cette hémoglobine de base. Et par rapport aux infections, c'est pareil. Donc, le dépistage des infections chez les drépanocytaires n'est pas systématique. Si bien que le malade arrive déjà, même pour le diagnostic de la maladie, cela s'est fait lors de premières crises. Et à ces moments-là, on peut procéder à l'électrophorèse d'hémoglobine et c'est à ces moments qu'on va découvrir la maladie. Mais il n'y a pas ces centres d'information des dépistages précoces comme on les fait ici. Mais là-bas, les gens ne font pas puisque les dépistages ne font pas partie des examens prénuptiaux. Alors qu'en principe, nous avons des pays qui vont jusqu'à 40% de porteurs sains AS. En principe, ils devraient faire des examens électrophorèse d'hémoglobine avant les mariages. Et ça, c'est pour prévenir justement d'avoir des enfants, au moins 25% d'enfants SS, comme on a expliqué tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui l'espérance de vie a été poussée jusqu'à plus de 50 ans. Je voudrais poser une question, docteur. Pardon, je vous passe la parole. Robert Mobilanzila, je voudrais poser une question. Il y a certaines femmes, quand bien même qu'elles savent que elle a un bébé malade, mais elles préfèrent quand même garder cette grossesse. Alors, ma question va droit aux spécialistes. Est-ce que par ignorance, est-ce que par conflit avec sa religion, ou qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Merci. D'accord. Vous allez répondre à la question, on va que je reprenne le micro. Merci. On va faire la modération. D'accord, ok. Alors, moi, je vais peut-être faire un début de réponse et